Du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, le Football Club Renaissance du Congo affronte Olympique Club de Kinshasa ce jeudi. Ça sera sous le coup de 15h30. Les Oranges sont confortablement placés en tête du championnat avec 33 points. C'est ce soir que les 11 enfants congolais autorisés à être adoptés par des familles françaises vont prendre leur vol à destination de Paris en France. Bien avant leur départ, ils ont été reçus hier par le président de l'Assemblée nationale qui a échangé à ce sujet avec le président de l'ONG française Vivre en famille. La restauration des paysages forestiers congolais reste un engagement que prend à bras le corps la République démocratique du Congo. Depuis 2014, le pays s'est engagé à restaurer 8 millions de ces terres dégradées d'ici à 2025. C'est là une contribution face au défi des bonnes, celui de restaurer 150 millions de terres dégradées d'ici 2020 à travers le monde. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal. Cela demeure un engagement salutaire pour toute l'humanité à travers des discussions sur la carte des opportunités de la restauration des paysages forestiers en République démocratique du Congo. Le pays réaffirme tout haut son engagement en la matière. C'est lui d'apporter sa contribution à la dégradation des forêts qui impacte négativement sur les vécus quotidiens des populations congolaises. La République démocratique du Congo avait pris en 2014 l'engagement de restaurer 8 millions de ces terres dégradées ou déforestées d'ici à 2025. Ceci en faveur du défi des bonnes pour la restauration des 150 millions d'hectares de terres dégradées à travers le monde d'ici à 2020. Un engagement pour toute l'humanité qui permet aux forêts tropicales africaines et congolaises en particulier de faire face à la dégradation qui impacte négativement sur les écosystèmes forestiers et modes de vie de la population. Cet engagement donne davantage à la RDC l'ouverture à la promotion d'initiatives de conservation, de gestion durable et de restauration des paysages forestiers, tout en contribuant à la réduction des émissions et l'augmentation des stocks de carbone forestier, ainsi qu'à l'augmentation des revenus pour la lutte contre la pauvreté des populations locales. Ces discussions qui réunissent les acteurs clés dans la gestion des paysages se veulent la production des résultats des cartes sur les opportunités dans le cadre de la mise en œuvre et des analyses profondes contributrices dans la dégradation. Nous exhortons les partenaires techniques et financiers ici représentés, même ceux qui ne sont pas ici, de nous joindre pour accompagner le gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre de l'engagement dont la plupart des résultats concernent l'humanité tout entière. L'état des lieux de la dégradation en République démocratique du Congo, les informations en rapport avec cette dégradation et la maîtrise de la carte des opportunités de la restauration des paysages forestiers en RDC seront donc connus. Le nouveau patron de la Commission électorale nationale indépendante poursuit ses prises de contact avec différents partenaires engagés au processus électoral en République démocratique du Congo. Corneille Nangaa a reçu cet avant-midi l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC. Les deux personnalités ont échangé sur la question de l'évolution du processus en cours. Je vous propose d'écouter James Swan. Nous avons aussi partagé le souhait que j'ai exprimé de notre part que les préparatifs électoraux avancent plus rapidement afin de répondre à l'attente de la population. Et nous avons souligné en outre que la commission électorale a un rôle central d'offrir des recommandations, des suggestions, des idées, des orientations techniques afin de permettre les préparatifs électoraux d'avancer plus rapidement. Question politique, les membres de la majorité présidentielle se sont réunis en début de semaine pour réfléchir ensemble sur le cahier de charges à présenter lors du dialogue national qui se dessine de plus en plus. Toutes les parties susceptibles de prendre part à cette rencontre se préparent. Le dialogue est imminent et la majorité présidentielle tient à y participer d'une manière constructive. Pour y parvenir, son bureau politique se réunit mardi sous la direction du secrétaire général Obaminaku. Question d'affûter les armes pour la réussite de ce rendez-vous. Le bureau politique de la majorité présidentielle s'est réuni régulièrement et en toute responsabilité, aujourd'hui, on s'est réunis pour affûter nos armes en préparation du dialogue politique initié par le chef de l'État sur demande de l'opposition politique. La majorité se prépare donc et n'attend que la convocation de ces assises par le chef de l'État, Joseph Kabila.
Le Bureau d'études et développement de Walikale appelle à l'intervention des humanitaires pour assister les déplacés fuyant les affrontements entre les Maï Maï et ADEF et les FDLR. Son coordonnateur Prince Kiangi affirme que si rien n'est fait, on risque d'enregistrer le pire au sein de ces déplacés qui nombreux sont ceux qui se sont installés dans les localités du sud de Lubero. Il s'agit des affrontements armés qui sont enregistrés entre des groupes armés nationaux, les Maï Maï, contre les FDLR, principalement dans le groupement Simba, Ikobo et une partie de Usala. Et ça commence même à arriver dans une partie du groupement Ihana. Tout ça, c'est dans le secteur de Wanyanga, territoire de Walikale. Ce sont des affrontements entre ces groupes armés nationaux qui disent qu'ils doivent se prendre en charge. Et comme ça fait des années que le gouvernement a promis combattre ou traquer les FDLR, les mettre hors d'état de nuire et que ça traîne, qu'on n'arrive pas à mettre fin à l'activisme des FDLR dans les territoires de Walikale. Les jeunes gens disent qu'ils doivent prendre la relève pour mettre fin ou mettre hors d'état de nuire les FDLR. Et on apprend qu'ils sont en train de gagner le terrain contre les FDLR. Bon, nous, comme on le dit, on n'aurait pas souhaité vraiment que ce soit de cette façon que l'on puisse mettre fin à l'existence des FDLR, parce que dans ce combat, il n'y a pas respect des droits de l'homme, dans ce combat, il n'y a pas respect des principes humanitaires. Et nous, on pensait que si c'était la FARDC, là, au moins, on aurait respecté certains principes humanitaires et les droits humains. Il y a des déplacements de populations, mais curieusement, là où ces populations vont, en tout cas, l'aspect humanitaire pose problème. C'est pourquoi on aurait voulu que les humanitaires qui sont dans la région puissent penser à ces populations qui sont en déplacement, voir comment les appuyer, les aider, et surtout du point de vue sanitaire, il se pose de sérieux problèmes sur lesquels il faut agir avant que le pire ne puisse se produire. Nous citons Roussamam, Bouleusa, c'est même Buhimba, Katobo, Kateku, même dans les sites de Lubero, il y a des affrontements que donc toute la région, groupement Kisimba, groupement Ikobo et les sud aussi de Lubero, ce sont des zones qui sont affectées par ces conflits. Et on aurait voulu que ces populations qui s'orientent vers le Grand Nord, dans la partie sud de Lubero, puissent être assistées. Un cri de détresse qui semble avoir trouvé un écho favorable puisque la mission onusienne en RDC, de concert avec les FARDC, mène des opérations conjointes sur terrain dans cette partie du pays. Il s'agit de la sécurisation des populations civiles qui se déplacent en masse. Patricia Panson. Cette autorité française était accompagnée à l'hôtel de ville par des officiels de la mission des Nations Unies au Congo, basée ici à Béni. Au cours d'un échange qui a duré environ 20 minutes avec l'autorité urbaine, président du comité urbain de sécurité, l'ambassadeur de la France ici en RDC s'est adressé par la suite à la presse. Répondant aux questions des journalistes, Rémi Allan a noté que le travail abattu par les forces de la mission des Nations Unies en RDC, dans la région de Béni, n'est pas négligeable. Et ce que fait la MONUSCO et derrière la MONUSCO, à travers la MONUSCO, la communauté internationale, pour renforcer, pour améliorer la situation à Béni, est incontestable. Donc la traque ou pas la traque, je ne veux pas rentrer dans les détails des opérations, mais un effort énorme est fourni par cette mission des Nations Unies, qui, je vous le rappelle, est la plus importante de toutes les missions des Nations Unies à travers le monde, plus de 20 000 militaires. 20 000 militaires, c'est énorme, c'est un effort énorme qui est consenti par la communauté internationale, par le biais des Nations Unies, pour la sécurité dans cette région et pour la sécurité notamment à Béni. En outre, il a annoncé l'assistance aux déplacés qui ont fui différentes agglomérations dans la région de Béni à cause de l'activisme des rebelles ougandais ADF. Je viens de le dire, nous venons d'en parler avec M. le maire, nous sommes aussi prêts à travailler pour aider à la gestion du problème particulier des déplacés, qui est une charge qui est additionnelle, qui est ajoutée au travail de la municipalité de Béni, et que là encore, quand vous ne venez pas à Béni, vous avez du mal à deviner ce que ça représente, quelle est la taille, la dimension de cette charge, combien de personnes sont là, et à la charge de qui, et qui s'en occupe. Et voilà, donc nous avons la possibilité aussi d'agir dans le domaine civil, parce que le règlement des problèmes sécuritaires, en général, intègre toujours une dimension civile importante. L'ambassadeur de la France est arrivé à Béni, pendant que seule la ville fume au moins les calumet de la paix au regard des atrocités des combattants ADF, chose qui est contraire dans une bonne partie du territoire de Béni, en secteur de Béni-Mbaou. Erika Smouissi, Béni, Biwan.
Il s'agit donc là de la correspondance signée Erika Smouissi qui faisait allusion au séjour depuis hier de l'ambassadeur de la France en RDC. Ce dernier a échangé avec le maire de Béni qui est également président du comité urbain de sécurité. Rémi Alain, vous l'avez suivi, promet l'assistance de la France aux déplacés fouillant les atrocités des ADF. Et parmi les conséquences de la guerre, les violences sexuelles, des statistiques inquiètent. Une femme sur 3 serait victime de violences sexuelles à travers le monde. Une autre forme des violences qui prend des proportions inquiétantes, c'est celui du recrutement forcé des filles dans les groupes armés. Ces bavures ont été condamnées et dénoncées par les Nations Unies à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'élimination des violences à l'égard des femmes, d'où l'intensification des différents plaidoyers menés par les activistes. On note ceux du centre médical Caribou-Niwamama. Ces coups de sifflet retentissants sont donnés par ceux qui ont décidé de s'unir pour dire non aux différentes formes de violence faites à la femme. Manifestation de ras-le-bol au regard des chiffres grandissants quant à ce phénomène en RDC. Pour exemple, le centre médical Caribou-Niwamama, un centre d'accueil spécialisé dans la prise en charge spécifique des victimes des violences sexuelles en Ituri, a recensé de janvier à décembre 2011 533 cas de viol, dont 37 grossesses issues des viols. De janvier à décembre 2012, 607 cas de viol. De janvier à août 2015, 279 cas de violences sexuelles basées sur le genre. Des cas commis tout aussi par des civils que par des hommes en uniforme. La difficulté, c'est de voir des jeunes gens, les civils actuellement, le nombre de civils qui sont des auteurs augmenté. Il n'y a pas que des militaires, ni pas seulement des groupes armés. Les civils actuellement, des gens qui sont censés protéger, comme des pasteurs, comme des enseignants, comme des infirmiers, qui violent encore les femmes. Une femme qui vient pour les soins médicaux, qui est violée encore dans le centre médical. Des femmes sont violées. Les auteurs doivent être punis par la justice. Seulement, l'appareil judiciaire congolais a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Et la lutte contre ce fléau est l'apanage de tous. Le changement de mentalité s'impose à tous au regard du phénomène qui grandit. La femme qui a été abusée, qui a été agressée, doit encore payer pour se faire écouter, pour se constituer à partie civile. Nous continuons à prendre en charge parfois l'organisation des chambres foraines, amener la justice dans les villages où se commettent les crimes. Il faut une grande éducation à tous les niveaux. Ce point de presse était également l'occasion pour les organisateurs d'annoncer la grande soirée de gala de récolte de fonds qui sera organisée au mois de mars 2016. Récolte de fonds dont les bénéfices reviendront à soutenir les femmes qui ont subi des cas de violence de tout genre. Autre chose, la procédure a été longue et est arrivée à son terme. 11 enfants congolais autorisés à être adoptés par des familles françaises ont été présentés mercredi au président de l'Assemblée nationale, conduite par le président de l'ONG française Vivre en famille. Ces enfants vont rejoindre leur nouvelle famille ce jeudi en France. Ça n'arrive pas tous les jours. Le président de l'Assemblée nationale dans son cabinet de travail avec des enfants adoptés par des familles françaises. Ils sont 11 au total et doivent rejoindre 9 familles à l'Hexagone. Une réunification rendue possible grâce à l'ONG française Vivre ensemble avec l'appui du président de l'Assemblée nationale. Je l'ai rencontré au mois d'août et il était sensible à mes propos, qui sont ceux que je viens de rappeler. Et il m'a dit je vais rencontrer le président Kabila et je vais plaider votre cause. En rapport avec les craintes du gouvernement congolais sur l'avenir de ses enfants, Vivre en famille dit avoir travaillé avec rigueur. On ne les recrute pas. Elle pose une candidature en fonction de l'intérêt, donc qu'elle porte à un pays, mais d'abord pour fonder une famille. Car ce sont des parents qui ont ce besoin de fonder une famille, de faire grandir des enfants, de les aimer. Nous allons procéder à des entretiens pour vraiment mesurer la qualité de leur projet familial. S'il nous semble qu'il y a un petit défaut dans leur projet, nous ne donnons pas suite. C'est ce jeudi soir que ces enfants vont rejoindre la France. Après 20 ans, l'ONG Vivre en famille a déjà fait adopter 1500 enfants venus des pays d'Afrique.
Les élus du Maniema ont franchi le portail de la primature hier mercredi. Ces derniers sont allés faire part au chef du gouvernement congolais de leurs préoccupations liées à la gestion de leur province. Orientés par Augustin Matata Pogno, les députés provinciaux du Maniema ont manifesté l'intérêt quant à la bonne gouvernance. On avait quelques préoccupations au niveau de notre institution où nous avons demandé au Premier ministre de nous recevoir comme les députés provinciaux de la province du Maniema. Et les préoccupations, ça concernait plus la province, et la gestion de la province et quelques conseils qu'on devait prendre auprès de lui, que nous avions eu des orientations, que nous remercions les chefs du gouvernement de nous avoir montré les schémas et de nous avoir aussi donné des conseils. Parlant de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la France qui se consolide davantage avec le lancement au cercle de Kinshasa par le ministre des Finances Henri Moulang du projet d'interfaçage de régie financière RD congolaise, un projet qui vise l'organisation et la modernisation du circuit de transmission d'informations entre les régies financières et le système bancaire. De nombreux audits et diagnostics sur la gestion de finances publiques en RDC relèvent des faiblesses du système fiscal, principalement dans l'interfaçage des trois grandes régies financières congolaises, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD. Des faiblesses qui expliquent la difficulté à lutter contre la fraude fiscale. C'est dans cette optique que le gouvernement congolais, en partenariat avec le gouvernement français, ont ouvert l'atelier de lancement du projet interfaçage des régies financières pour améliorer la gestion de ces dernières en les dotant des outils de partage, de collecte et centralisation des informations fiscales. Ce projet entend implémenter graduellement des solutions qui devraient aboutir à une fiabilisation des systèmes informatiques de chaque régie et à la consolidation des données des recettes des trois régies dans une base commune. Cette fiabilisation de l'information financière contribuera à assurer davantage la transparence et à garantir la traçabilité grâce au tableau de bord tiré de la base commune dans la collecte des recettes publiques. Plus de 10 millions d'euros ont été affectés à la mise en œuvre de la composante gouvernance financière pour la matérialisation de ce projet, surtout dans l'atteinte des objectifs du développement durable en RDC. Ce projet participera également à atteindre les objectifs du développement durable adoptés en septembre 2015 lors du sommet sur le développement durable. En effet, sans administration fiscale solide, aucune croissance inclusive et redistributive n'est possible. Ce projet constitue un défi pour la RDC, mais également pour la France, et plus spécifiquement pour sa nouvelle agence d'expertise technique internationale, Expertise France. Plusieurs partenaires au développement, dont ceux de l'Agence française de développement, sont appelés à assurer un suivi rapproché de la réalisation de ce projet et à prendre les dispositions nécessaires pour une mise en œuvre efficace du plan d'action. La baisse du cours mondial du pétrole n'empêche pas aux directeurs des institutions des formations et aux responsables des formations aux métiers pétroliers des pays membres de l'Association des producteurs pétroliers africains de se réunir à l'occasion de la 5e réunion de la CORIDEF, des assises de 2 jours dont l'un des objectifs est d'élaborer des stratégies pour promouvoir la formation de ressources humaines dans les pays membres de l'APA. Ces hommes et femmes dans cette salle sont tous directeurs des institutions de formation et des responsables de formation aux métiers pétroliers des pays membres de l'Association des producteurs des pétroles africains. Ils sont à Kinshasa pour participer à la 5e réunion de leur conférence CODIREF, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée mercredi par le ministre des Hydrocarbures. Les assises de la CODIREF qui s'ouvrent ce jour ont pour objectif de faire le bilan des activités de la CODIREF de l'exercice 2015, d'élaborer des stratégies pour promouvoir la formation des ressources humaines dans le pays membre de l'APA, d'élaborer des stratégies pour la mise en œuvre d'une véritable synergie
entre l'Institut africain du pétrole, AFPI, de notre association créée depuis 2012, et les instituts et centres de formation des pays membres de l'APA. Les instances de cette association, qui regroupe 18 pays africains, attendent beaucoup de ces assises qui auront certainement une influence prédominante sur le développement des activités de l'Institut africain du pétrole, dont l'impact sur les politiques futures des États membres en matière de pétrole n'est pas à négliger. En culture, c'est une première en République démocratique du Congo, des journées dédiées aux manuscrits. Le go de cette première édition a été donné mercredi lors d'une cérémonie officielle réalisée par le ministre de la Culture et des Arts. L'idéal fait remarquer le comité organisateur et que les talents se découvrent et que le répertoire littéraire congolais s'enrichit, quelle que soit la langue d'expression. Guilain Kabalouti. Décor de fête foraine lors de l'ouverture de la première édition des Journées congolaises du manuscrit dans cette salle d'exposition de l'Académie des Beaux-Arts. L'événement est exceptionnel et une première pour l'RDC. Ces férus des belles lettres et leurs manuscrits sont célébrés. Ces journées font suite à un certain nombre d'initiatives qui ont eu lieu précédemment. Événement réalisé avec la bénédiction du ministère de la Culture et des Arts, qui considère qu'avec ces journées congolaises du manuscrit, la RDC a résolu de rentrer aux sources. Le ministère, par le projet que le ministre lui-même a conçu, a pensé de donner une chance à tous ces génies, à tous ces écrivains en devenir, de pouvoir oser, de pouvoir les encadrer, leur donner des astuces pour qu'ils rendent leurs rêves réalité. Sortez vos manuscrits, slogan qui accompagne ces célébrations, encourage les passionnés de l'écriture à s'épanouir dans cette belle aventure de l'esprit. Les manuscrits ne sont pas appelés à mourir dans le tiroir. Et donc les écrivains ne doivent pas rester des éternels, on va dire comment, des éternels pleurnichards. Pour les comptes de cette première édition, nous allons arrêter à recevoir les manuscrits demain jeudi. Jeudi à 23h50. Nous allons arrêter pour la réception du manuscrit. On ne peut pas dire que les gens ne lisent pas, mais regardez autour des kiosques de journaux, ceux qu'on appelle les parlementaires debout. Regardez quelle animation. Donc il y a une fringale de la lecture. L'engouement et l'attention du public attestent de l'intérêt accordé aux manuscrits congolais. Les activités se sont poursuivies en panel autour des thèmes l'écrivain et la génétique de son œuvre et la fabrique du texte entre l'improvisation et la construction. La clôture de cette édition est annoncée pour ce vendredi. La deuxième information culturelle de cette édition du journal fait allusion à la promotion du domaine culturel de la République démocratique du Congo ainsi que celui de la République sud-africaine par le biais des Brand South Africa, optique qui se justifie par une conférence débat organisée mercredi en vue de partager les expériences culturelles entre ces deux pays, un canal par excellence qui permet de vendre l'image du tourisme, de la culture et des arts. Autour de cette table, intervenants congolais sud-africains du monde culturel échangent sur le mixage des cultures congolaises et sud-africaines. Dans les échanges, les deux parties ont mis en exergue la problématique sur la possibilité d'agrandir les relations bilatérales entre ces deux pays dans le secteur de la culture. Lors de ces tables rondes, la République sud-africaine a démontré aux artistes congolais que la culture n'est vue que par la culture. D'où la nécessité de créer des cadres de rencontre entre eux, question de former un dessin commun de culture et art et vendre l'image du pays à travers le monde. Nous devons soigner l'image du pays en vue d'attirer des investisseurs, des visiteurs, des touristes et ainsi de suite. Nous pourrions donc comme ça exporter ou vendre l'image de la RDC à travers le monde grâce à l'expérience que nous avons, grâce aux expériences que nous avons échangées avec nos amis sud-africains. Aussi, ces échanges constituent un canal pour les artistes congolais en vue de la promotion de la culture congolaise. La culture aujourd'hui est très importante dans ce monde, très important. La preuve en est aujourd'hui, ils ont clairement dit que la culture participait en Afrique du Sud à 20% de l'emploi en République sud-africaine. Je pense qu'aujourd'hui, si le gouvernement congolais investit aussi dans la culture, je suis sûr que la culture pourra apporter réellement de l'emploi en République démocratique du Congo. À l'issue de cette conférence, quelques recommandations ont été formulées
notamment la création des structures de soutien aux artistes. Parlons sport pour terminer. Le football club Renaissance du Congo affronte Olympique Club de Kinshasa en 13e journée du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa ce jeudi à partir de 15h30. Les Oranges sont confortablement placés en tête du championnat avec 33 points. Les poursuivants directs sont New Jack et JSK. C'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de rester branchés au programme des B1.